Fidèles amis, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette émission. Les chercheurs du département nutrition et biotechnologie de la faculté des sciences agronomiques FSA de l'université d'Abomey-Calavi vont au contact de certaines unités de transformation agroalimentaire. Objectif, toucher du doigt les réalités des différents acteurs intervenant dans la production de produits fermentés à base de maïs et de lait pour mieux les accompagner. De jour en jour, les maraîchers essaient de trouver des moyens pour s'adapter au changement climatique. La preuve, c'est dans cette émission. AgriPromo se propose cette semaine de vous faire découvrir un programme d'harmonisation des formations en agrobusiness dans les institutions de formation en agronomie. Vous ne le savez peut-être pas, mais la tomate est un aliment qui regorge beaucoup de vertus. C'est ce que nous verrons dans ce numéro. Les chercheurs du département nutrition et biotechnologie de la FSA, faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, ont visité certaines unités de fabrication de produits fermentés à base de maïs et du lait dans la perspective de concevoir des projets de recherche adaptés aux besoins des acteurs de cette chaîne de valeur. Votre émission revient sur ces 3 jours de visite. La démarche de la faculté des sciences agronomiques tranche avec celle consistant à concevoir des projets de recherche à son niveau sans forcément associer certains acteurs. Toute recherche qui n'est pas initiée sur la base de la demande exprimée par les utilisateurs est une recherche qui est vouée à la non-exploitation. Et c'est en ce sens que de plus en plus, aussi bien les chercheurs que nous sommes, que les utilisateurs des produits de la recherche que vous êtes, nous sommes obligés de travailler ensemble. C'est cette initiative que nous avons prise avec nos partenaires venus des Pays-Bas, mais également par rapport à notre partenaire venu du Danemark, mais également de la Zambie. C'est cette initiative que nous avons prise en amont d'un projet de recherche ou des initiatives de recherche auxquelles nous sommes en train de réfléchir, mais qui constituent aussi la suite d'autres recherches que nous avons menées dans le passé. Pendant 3 jours, avec leurs collègues de l'université Wageningen du Pays-Bas et de l'université de la Zambie, les chercheurs du département nutrition et biotechnologie de la faculté des sciences agronomiques et le doyen de cette faculté ont visité certains producteurs dans leur cadre de travail. Les instituts de contrôle de qualité des produits ont eu aussi l'opportunité d'échanger avec les membres de la délégation. Le travail de certification n'est pas un travail fait en vase clos par l'Agence béninoise de normalisation. En réalité, l'agence prend le devant des travaux et associe les différents acteurs, producteurs, consommateurs ou associations de consommateurs, tous ceux qui interviennent dans le domaine. Le labo central de sécurité alimentaire, c'est un labo gouvernemental et qui est né d'un contexte un peu particulier, c'est-à-dire à partir d'une crise sanitaire que le Bénin a connue dans les années 2002. Les organisations nationales comme la Fédération des unions des producteurs du Bénin FIPRO et l'ONG internationale Hunger Project étaient aussi dans l'agenda de la délégation. Il est important de rappeler en fait cette démarche, cette initiative que la FSA, l'université prend, qui permet d'inverser un peu la tendance aujourd'hui, où les chercheurs vont vers les producteurs, les acteurs agricoles, pour s'enquérir en fait des besoins de ces acteurs agricoles avant de commencer par faire des recherches, en tenant compte des contraintes auxquelles les acteurs sont liés. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme grande barrière et qui constitue des limites. La dernière barrière que je peux citer, c'est en fait l'analphabétisme. Parfois il y a des fiches qui sont conçues rien qu'en français, des fiches qui sont conçues rien qu'en français. Et ça ne permet pas en fait, aux acteurs de pouvoir le lire, de pouvoir l'appliquer. Mais depuis un moment, il y a des efforts qui se font également pour transcrire en fait, ces fiches techniques en langue avec des images qui parlent, des images qui sont validées même en milieu rural, en milieu réel avec les acteurs, qui permet à ces acteurs de l'utiliser sans aucune contrainte. Notre objectif, c'est d'accompagner les producteurs à la base en milieu rural
par rapport à des activités de développement pour que ces producteurs deviennent autonomes. Autonomes en termes d'organisation, autonomes en termes de leadership, autonomes en termes de planification, mais autonomes également en termes de connexion avec d'autres acteurs. Après la production, il faut bien des structures pour faciliter la distribution, d'où la visite au Centre Label Bénin. Nous avons créé le Centre Label Bénin pour permettre à ceux qui transforment des produits béninois d'avoir un débouché, d'avoir une vitrine, une surface qui leur permette d'accéder aux clients et de pouvoir vendre leurs produits. Parce que c'est un secret de polichinelle, les Béninois et résidents n'aiment pas d'habitude acheter les produits béninois, n'aiment pas d'habitude consommer les produits béninois. Et nous avons pris sur nous de travailler à ce que les Béninois de plus en plus consomment leurs produits. Et pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils trouvent le produit quelque part à acheter. Voilà pourquoi nous avons créé le Centre Label Bénin. Toutes ces visites ont permis aux chercheurs de se rendre compte des réalités de travail des différents acteurs intervenant dans la production de produits fermentés à base de maïs et du lait. Pour définir ensemble avec ces acteurs des sujets pouvant faire objet de projets de recherche, la Faculté des sciences agronomiques a alors organisé un atelier d'échange à l'issue duquel certaines décisions ont été prises. Qu'est-ce qui va se passer? En quoi ce que j'ai fait aujourd'hui peut m'aider demain à développer mon activité? Et je crois que, comme nous l'avons dit à certains quand nous avons visité leur unité, notre souci, c'est de faire le travail et de pouvoir rétrocéder les résultats à ceux avec qui nous avons commencé, pour qu'ils puissent commencer à utiliser ces résultats. Nous avons dit des choses ici que personne ne nous a demandé, mais que nous avons eu à travers des recherches, que nous avons révélées en disant c'est ceci. C'est de la même façon que si vous nous aidez à identifier des problèmes et que nous trouvons des solutions, il faut bien qu'on vous les rétrocède pour que vous puissiez les utiliser pour développer votre activité. Mais il y a aussi beaucoup d'autres opportunités que nous pouvons saisir. Parce qu'aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers ne souhaitent plus financer une recherche qui va tomber dans le vide. Et par rapport à ça, lorsque les chercheurs et les utilisateurs des résultats de recherche se mettent ensemble, il y a des possibilités de développer plein d'idées qui peuvent intéresser en fait ceux qui peuvent financer la recherche ou ceux qui peuvent financer l'activité de petites transformations. À la fin de ces échanges, c'est avec satisfaction que certains participants ont apprécié cette démarche. Mes impressions sont très bonnes. Bon, si tout ce qui a été décidé sera mis en application et sera suivi, nous autres qui sommes des opérateurs économiques, nous allons en tirer beaucoup de profit. Je peux vous dire que cet atelier est beaucoup plus utile parce que moi personnellement, par rapport à mon activité, ça m'a donné un plus. Et dès ce soir maintenant, je veux comment procéder, changer de manière de transformation du maïs parce que j'ai eu une connaissance que je n'avais pas. Cet atelier, on l'attendait depuis parce qu'on a remarqué qu'il y a un grand fossé entre les producteurs, c'est-à-dire les utilisateurs finaux et les chercheurs. Souvent, les résultats, il y a un panoplie de résultats de recherche qui est fait, mais ça reste dans les tiroirs après les publications de recherche. Et les acteurs même, les transformatrices, n'ont pas accès à ces innovations-là. Donc c'est vraiment très intéressant que les chercheurs aillent à la base, s'intéressent aux difficultés, aux contraintes réelles que rencontrent les producteurs avant d'élaborer leur projet de recherche. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Je trouve qu'on a trouvé beaucoup de sujets, pas seulement dans l'aspect de production, mais aussi distribution, promotion, nutrition. Donc je crois qu'on a trouvé plein de sujets de recherche qu'on peut faire des projets très intéressants dans l'avenir. Je trouve aussi que c'était une très bonne initiative de réunir des gens qui représentaient toute la chaîne de valeur, qu'ils puissent parler ouvertement des problèmes généraux sans penser aux problèmes de concurrence entre les représentants des entreprises.
Dans nos rues comme dans nos maisons, les enfants sont trop souvent confrontés au travail. Ici au Bénin, près d'un enfant sur 4 se voit forcé de travailler plutôt que d'aller à l'école. La loi interdit plusieurs tâches considérées comme dangereuses pour les enfants, comme la mécanique, la maçonnerie ou le travail dans les carrières. Un enfant, c'est d'abord faire pour s'amuser, apprendre et s'épanouir. Les adultes sont censés nous protéger, pas nous utiliser. Si un enfant travaille comme apprenti dans votre atelier, assurez-vous qu'il a au moins 14 ans et soyez bon et juste avec lui. Évitez de le battre ou de l'insulter. Rendez-lui sa vie d'enfant. Plan Bénin, en collaboration avec ses partenaires, a choisi de lutter contre le travail imposé aux enfants et les effets négatifs qu'il a sur eux. Et vous, que choisissez-vous? Cette semaine encore, nous allons vous faire découvrir à travers la rubrique Climat Adapte comment un agriculteur parvient à sa manière à s'adapter au changement climatique. Face aux effets de changement climatique, l'agriculteur doit redoubler d'imagination pour chercher une technique d'adaptation. Monsieur Patinde est un agriculteur, fermier et maraîcher. Pour contourner les confrontations liées aux effets de changement climatique, il a compris qu'il faut maîtriser l'eau. Je suis un fermier, je fais l'élevage et je fais aussi le jardinage. J'ai commencé par l'élevage des poules pondeuses. Mais par la suite, j'ai eu un peu de difficultés dans l'élevage. J'ai eu une épidémie qui a ravagé tout mon cheptel. Et en réfléchissant, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas se lancer dans le jardinage? Et c'est comme ça que j'ai commencé de faire les cultures maraîchères. Vous savez, en matière d'agriculture, il y a la maîtrise d'eau. Donc avant de commencer l'élevage, j'avais fait forer un puits à grand diamètre. Donc par la suite, avant de commencer les cultures maraîchères, j'ai dû acheter une pompe immergée que j'ai fait installer dans le puits. Bon, heureusement que j'avais le courant à l'époque, ce qui a facilité d'actionner correctement la pompe. Le puits à grand diamètre, ce n'est pas comme le forage. Donc c'est un puits qu'on a. Avant, on puisait avec il y a système de poulie, le système de poulie. Mais par la suite, quand j'ai acheté la pompe, j'ai fait appeler un plombier et avec les tuyaux, on a fait des raccordements jusqu'à ce que la pompe soit tout à fait au fond de l'eau. Et en même temps avec le courant. Donc c'est ça, quand j'appuie sur l'interrupteur ici, l'eau sort de l'autre côté. C'est ce puits installé depuis 15 ans qui permet à cet homme, un averti des périodes de rareté des cultures, de produire selon les périodes favorables. Au départ, je faisais les légumes tels que les poivrons, la carotte, le chou, mais il s'est fait que l'écoulement me cause un peu de problème puisque je suis un peu loin de la ville. L'écoulement me cause un peu de... Donc, j'ai fait un peu l'étude du milieu et j'ai vu que en certaines périodes, les légumes locaux sont rares, tels que l'amarante, qu'on appelle communément potte-terre, la grande morelle, qu'on appelle gouma, le vernonia, amavivet, en fond. Donc, ces légumes-là sont rares en certaines périodes de l'année. Donc c'est ça qui m'a poussé à m'investir surtout dans ces légumes que de continuer par faire les choux, les carottes et autres. Bon, c'est surtout en saison de pluie parce que nous sommes loin des toffées ici et quand il y a la période de crue ou en saison pluvieuse, il y a inondation chez eux. Parce que c'est eux qui approvisionnent tout Calavi, même Cotonou. Mais en saison de pluie ou en saison de crue, tous leurs champs sont souvent inondés. Et puis,
on se rabat sur les jardiniers. Ce qui fait quand l'offre est inférieure à la demande et à la rareté, je fais les cultures par rapport à la période. Parce qu'il y a des périodes où je fais les choux, les carottes à l'approche des fêtes. En ces moments-là, les autres ne sont pas plus... Ça ne coule plus correctement. Donc, je calcule les périodes pour mettre les cultures en place. À l'instar de tout entrepreneur, tout n'est pas rose pour M. Patinde. Les coupures intempestives de l'énergie électrique sont la principale cause des difficultés qu'il rencontre. S'il y a coupure d'électricité, je ne peux plus actionner la pompe. C'est surtout à ce problème que nous nous confrontons. En principe, s'il y avait les moyens, il devait avoir un groupe de relais. C'est l'instant des bonnes affaires et il sera question du programme Agrim qui est financé par l'Union européenne et dont le but est de renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur en agrobusiness. Dans le but de renforcer les capacités des universités en agrobusiness et d'appuyer l'esprit d'entrepreneuriat dans le monde économique, l'Union européenne a financé le programme Agrim dont nous parle ici le coordonnateur. Ce programme est un programme qui est financé par l'Union européenne et qui essaye de renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur en agrobusiness pour appuyer justement l'esprit d'entrepreneuriat dans le monde économique de tout l'espace de l'Afrique de l'Ouest, du centre et de l'Est. Donc il y a 8 universités qui sont concernées. Et le programme a démarré d'abord par, disons, une évaluation des curricula au sein de ces institutions. Et on a pu déterminer 3 universités, l'université de l'île Maurice, l'université Jomo Kenyatta de Kenya et l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, comme des centres où le curriculum, les curricula sont assez solides en agrobusiness. Et donc les autres pays qui n'ont pas ces curricula l'Union européenne va financer des étudiants qui vont aller prendre des éléments de cours théoriques pour se renforcer. Et nous, de notre côté, nous allons bénéficier du séjour chez nous d'étudiants qui ont ces compétences pour essayer d'appuyer les entreprises agricoles que nous avons chez nous. Donc c'est des séjours de 6 mois, financés entièrement par l'Union européenne. Ils vont venir faire des immersions dans ces entreprises pour apporter un peu leur savoir-faire et pour aider ces entreprises à, disons, réellement aller dans l'entrepreneuriat. Un programme très intéressant pour les entrepreneurs agricoles qui vont bénéficier du séjour de 6 mois dans leurs entreprises de quelques étudiants-chercheurs formés en agrobusiness. C'est des étudiants praticiens, il y a des niveaux master et des niveaux doctorat. Ils viennent, les entreprises qui veulent d'eux les accueillent et ils viennent dans dans les entreprises. Ils voient donc les entreprises au travail et de par leur capacité qu'ils ont, ils essayent donc d'aider ces entreprises à régler ou bien à améliorer, disons, tous les éléments qui apparaîtront comme des contraintes ou des difficultés qui entravent justement le bon fonctionnement de ces entreprises. Toute entreprise intéressée peut se rapprocher du coordonnateur de ce projet au niveau de la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi. Notre bien-être dépend en grande partie de ce que nous mangeons. Pour ce faire, l'une de nos équipes a rencontré pour vous la nutritionniste Nicole Rungla. Elle nous renseigne aujourd'hui sur les vertus de la tomate. La tomate est à la fois un fruit et un légume. En effet,
La tomate est un fruit parce qu'elle provient de la fécondation d'une fleur. Mais la tomate est un légume à cause de sa culture et de son utilisation. La tomate est une bonne source de vitamine A, de vitamine C, d'acide folique, de beaucoup d'autres vitamines dont la teneur est faible et aussi du potassium. La tomate est un antioxydant par excellence à cause du pigment responsable de sa couleur rouge. Ce pigment est appelé le lycopène. Le lycopène est un antioxydant, donc par excellence un anticancéreux. Le lycopène intervient surtout dans la prévention des cancers de la prostate, du sein. Récemment, il a été découvert aussi que le lycopène protège aussi contre les cancers de l'estomac. Le lycopène réduit aussi l'oxydation des lipides dans le sang, ce qui réduit donc l'incidence de la maladie coronarienne, ce qui peut protéger donc les gens ayant des risques de maladie coronarienne. Pour bénéficier de ces atouts, il faudra surtout consommer la tomate crue. Il est donc nécessaire de recommander la consommation de la tomate à toute personne. Il est recommandé de cuire la tomate pendant 10 à 30 minutes, minimum 10 minutes et maximum 30 minutes afin de conserver tous les nutriments de la tomate. Quand la tomate est cuite pendant plus de 30 minutes, le lycopène commence par s'évaporer, donc le potentiel antioxydant de la tomate commence par diminuer. Et quand on cuit pendant plus longtemps, il ne reste que les fibres que nous consommons, donc nous ne bénéficions plus des nutriments contenus dans la tomate. Pour laver la tomate, il faut disposer de l'eau et du savon. Et il faut du savon neutre. Nous recommandons d'utiliser du palmida. On se lave proprement les mains, on lave bien les récipients qui vont servir à laver la tomate. Réalisons notre eau savonneuse. Voilà, l'eau mousse bien. Après cela, nous plongeons les tomates dans l'eau savonneuse. Correctement. Nous utilisons de l'éponge bien mou. On peut utiliser du chiffon. Passons sur nos tomates. Vous voyez que ça mousse. Même si la tomate à l'état naturel ne contient pas des germes, la tomate peut être contaminée à divers niveaux. Il y a le sol qui peut contaminer la tomate. La tomate peut aussi être contaminée pendant la manipulation, c'est-à-dire le transport, l'entreposage, lorsqu'on moule la tomate, pour éviter de consommer ces germes qui peuvent se déposer après sur la tomate pendant la manipulation. C'est pour cela qu'il faut bien laver la tomate avant la consommation. Donc, nous avons lavé la tomate, on va bien rincer. On rince la tomate 2 fois au moins. J'ai bien rincé ma tomate. Et ma tomate est bien propre, prête à être utilisée. Et à l'achat, il faudrait que nous choisissions des tomates qui ont une consistance bien ferme. Parce que lorsque la tomate est pourrie ou que la tomate porte des moisissures, souvent quand la tomate porte des moisissures, c'est des taches blanches qu'on remarque sur la tomate. Ces taches, ou soit les tomates pourries que nous prenons, c'est des tomates qui contiennent des bactéries, des champignons qui sont très nuisibles à l'organisme. Il nous revient désormais de faire un bon usage de tous ces conseils.
Voilà qui vient mettre un terme à cette émission que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Pour de plus amples informations, il vous suffit juste de joindre SAC Agri au 66 42 38 67. Ensemble, valorisons l'agriculture et les bonnes pratiques de nutrition. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.